Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire un point sur les principales rumeurs de transfert, notamment celles autour de Giannis Antetokounmpo et de ses potentielles destinations s'il venait à être transféré. On va aussi parler de Caleb Love, le meneur remplaçant des Blazers. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille immédiatement. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Charlie, avant de commencer ce podcast, une petite annonce par rapport aux épisodes qui seront enregistrés la semaine prochaine. Pour des raisons d'organisation mardi et pour des raisons de date limite des transferts dans la nuit de jeudi à vendredi, nous allons enregistrer les podcasts le mardi dans la journée et le vendredi dans la journée. On ne sait pas trop à quel moment exactement, mais les épisodes seront, eux, disponibles dans la soirée. Voilà. Donc, chers auditeurs, soyez prévenus que le matin de ces matins-là, vous n'aurez pas les épisodes tout de suite, mais vous les aurez le soir. Voilà. Exceptionnellement, parce que voilà, lundi, c'est pas possible qu'on enregistre. Et jeudi, ça sera la date limite des transferts. Autant être à la page et sur l'actualité le vendredi soir. L'actualité, Charlie, je voulais revenir avec toi sur 2 points que j'ai soulignés. Alors attention, Charlie, il va se passer un truc incroyable. Ne refaites pas ça chez vous. Je vais dire du bien de LeBron James. Oh là! J'ai encore été alpagué par un auditeur qui me dit que que j'ai de la haine envers LeBron James. Alors, je me permets de dire que je n'ai pas de haine contre LeBron James. Je ne suis pas un hater. Il y a un jeu avec moi et Charlie, ça c'est sûr et certain, mais je m'octroie effectivement le droit de critiquer LeBron James. Moi, j'ai plein de critiques à faire à ce joueur, et donc je me prive pas de le dire dans le podcast, ça c'est sûr et certain. Mais là, Charlie, je vais être positif. Attention, t'es prêt ? Allez, profitez-en bien, ça va pas arriver souvent. Je suis enregistré. LeBron James a eu droit à sa vidéo hommage après ses 11 saisons passées sous le maillot des Cavaliers lors de l'unique déplacement des Lakers à Cleveland de la saison. On l'a vu être saisi par l'émotion au moment de l'ovation des supporters présents dans la salle. Une belle image pour un monument de la NBA, vous voyez, je le reconnais. Monument de la NBA, mais aussi de ce sport et du monde du sport en général. Il a écrit ses plus belles pages sous le maillot de Cleveland, où il a remporté le titre en 2016 en les menant à leur première victoire. Je crois qu'ils n'avaient pas remporté de titre dans cette ville depuis 52 ans, et le titre des Browns en NFL. Donc c'était historique pour la ville de Cleveland. Et puis, autre fait historique, ils étaient menés 3-1 face à Golden State, et ils ont réussi à remonter ce déficit qu'aucune équipe auparavant n'avait réussi à faire. Remporter ce match en plus sur le parquet des Warriors. Les Warriors qui avaient remporté cette saison-là 73 matchs pour 9 défaites. Et c'était un beau moment, Charlie. J'ai trouvé que c'était un très très beau moment, malgré tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu aussi ce départ controversé en 2010, les maillots de LeBron James qui étaient brûlés, le retour à Cleveland qui avait été absolument, mais c'était excessivement impressionnant. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ce truc-là, mais les huées du public c'était une bronca comme j'ai rarement entendu en NBA. Et là, j'ai trouvé ça beau. Il y avait des retrouvailles, il y avait une proximité, il y avait de la reconnaissance, il y avait de l'émotion. C'était très émouvant comme moment. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, c'est clair que le titre de 2016 a fait passer la relation entre LeBron James et Cleveland dans une autre dimension. Ça a complètement passé l'éponge sur ce qui s'était passé avant. Et ça a vraiment adoubé LeBron James comme le joueur de cette franchise, et je suis d'accord avec toi, c'est là-bas qu'il a écrit ses plus belles pages. Donc oui, je suis d'accord, c'était un moment qui était sympa, c'était un beau moment, ça fait plaisir de voir que ça s'est passé comme ça, et écoute, on verra comment ça se passe, hein. Moi je persiste à penser, même si je sais que c'est pas forcément idéal pour Cleveland sur le plan sportif, je persiste à penser qu'une dernière année de LeBron à Cleveland avant de prendre sa retraite, ce serait quand même symboliquement assez beau. Moi, je suis pas la team. Je suis pas la team. Il va continuer. Je pense que toi et moi, ça y est, on a une scission qui est faite là-dessus. Toi, tu penses qu'il va faire son tour d'adieu. Moi,
je te dis, enfin, on en a déjà parlé un peu l'autre jour, je suis de plus en plus persuadé qu'il va s'arrêter à la fin de la saison. Bah moi justement, ce match-là me fait penser qu'il arrêtera pas. En fait, il l'aurait Ah déjà oui? annoncé, tu vois. Bah si c'était la Mm. dernière fois qu'il était sur le parquet à Cleveland, il l'aurait annoncé. Enfin, tu vois, en fait pour moi c'est juste évident. Qu'il fasse pas toute une saison d'adieu, ok. Mais si vraiment il était décidé à arrêter, il l'aurait annoncé avant le dernier match qu'il joue de sa carrière à Cleveland. Tu vois, s'il y avait bien un endroit où il y avait un vrai au revoir à faire, un vrai hommage à faire, c'était ce match-là. Pour moi, s'il l'a pas annoncé avant ce match-là, c'est qu'il continue. Écoute, on verra bien. Je sais pas à quoi ça ressemblerait s'il terminait sa saison à Cleveland. Bah, Je, je... c'est ESPN hein, qui a dit que c'était une vraie piste et Tout que à les fait, Cavs tout à seraient pas fait. mécontents de voir ça. Bah, de toute façon, les Lakers n'ont plus LeBron James dans leur salary cap la saison prochaine. Donc, de toute façon, eux, ça les intéresse plus. Ils vont passer à autre chose. C'est du côté de Cleveland. Est-ce que c'est pertinent à Cleveland de faire venir LeBron James aujourd'hui? Enfin, là, l'été prochain, quoi. Est-ce que ça va leur apporter quelque chose, sachant que c'est quand même ça reste une équipe compétitive qui a des ambitions et ça va vouloir, il va falloir négocier un contrat, il va falloir trouver de l'espace. Aujourd'hui, les Cavaliers, je sais pas exactement quelle est leur situation financière à venir, mais enfin, sur cette saison, ils ont pas du tout l'espace. Donc, Ah, franchement, s'il vient pour une dernière tournée d'adieu, il va pas nous prendre 50 millions quand même. Je sais bien qu'il est gourmand, mais enfin à ce point-là. parce que ouais, je regarde vite fait les contrats. Donovan Mitchell, il est signé jusqu'en 2027-2028 avec une option joueur. Donc il jouera au-delà de l'été prochain. Evan Mobley, idem. Darius Garland, idem. DeAndre Hunter, il aura encore une année de contrat. Jarrett Allen, il a été prolongé jusqu'en 2029. Max Strus, il a encore une saison après ça. Il y aura peut-être un sign trade à faire, hein, pourquoi pas. DeAndre Hunter et Max Strus, Ouais, ou peut-être juste que, tu vois, un DeAndre truc comme Hunter, ça. c'est un des noms qui est cité là parmi ceux qui pourraient bouger d'ici la Tout deadline. à fait. Après, on Euh, va voir. Ouais. Si t'échanges DeAndre Hunter contre un contrat expirant, tu libères de la place. Mais je sais pas pourquoi Cleveland ferait ça si s'ils ont une ambition, s'ils ont une vraie ambition, quoi. Est-ce que je vois pas LeBron James, vu ce qu'il est encore capable de faire sur un terrain, je vois pas LeBron James accepter un rôle très amoindri, quoi. Je, je pense pas que ça soit l'ambiance non plus de son côté. Bah, je sais pas. En fait, le problème, c'est que s'il veut continuer un an, il y aura peut-être pas 20 équipes sur le dossier, tu vois. Et une Mhm. équipe qui lui permettra à la fois d'avoir l'ambition d'aller loin et à la fois d'avoir cette charge émotive, bah, il y a que Cleveland, en fait. Oui, oui, où ça fait sens pour une dernière saison, quoi. Ouais, ouais. Plus qu'à Washington, par exemple. Après, ça, effectivement, ça dépendra de la somme qu'il veut. Ah oui, beaucoup plus qu'à Washington, oui, ça c'est clair. Avec Trey Young. Yeah! Come on, Trey Young! Non, non, mais oui, tout à fait. Autre fait d'actualité, Steven Adams a été opéré à la cheville gauche. C'est la fin de saison pour lui, euh, aux Rockets, dans l'effectif des Rockets de Houston. Nouveau coup dur pour la franchise texane, parce que s'il y avait un joueur qui était excessivement important pour cette saison des Rockets, mis à part Fred VanVleet qui est déjà à l'infirmerie, eh ben c'est bien Steven Adams, Charlie. Ouais, ouais, c'est clair que c'est un vrai coup dur. Steven Adams, c'est pas un joueur clinquant, mais c'est un joueur qui fait un boulot indispensable. C'est un profil qui est nécessaire et effectivement là c'est un vrai problème, d'autant plus que si j'ai bien compris, la franchise va pas pouvoir récupérer une exception pour sa blessure. Donc donc ouais, difficile. On va voir si ça incite Houston à bouger d'ici la deadline, mais c'est clair que ça peut être un problème. Ouais, cette équipe des Rockets vit vraiment une drôle de saison entre comment dire, le séisme qu'a été l'arrivée de Kevin Durant dans un deal hyper favorable à Houston. Ils n'ont pas eu à complètement vider leur effectif. Ils ont gardé des pics de draft. Enfin, ils ont plein de choses. C'était absolument une exécution parfaite euh, du côté de Houston. Et voilà, la blessure de Fred VanVleet et désormais l'absence de Steven Adams, c'est pas une bonne nouvelle pour les fans Non, des non, et puis Rockets. vraiment,
je sais que beaucoup de gens vont sous-estimer un peu sa blessure, mais enfin Steven Adams, c'est par exemple de très loin le meilleur rebondeur offensif de cette équipe. Cette équipe, c'est la meilleure équipe de la ligue au rebond offensif. C'est une donnée qui est vraiment importante dans leur jeu. Cette production-là, rien que celle-là, elle va faire mal en fait cette absence. Donc ouais, c'est un sale coup. Ouais, absolument. On suivra ça de toute façon de près et pareil, à voir ce que si Houston fait quelque chose ou pas d'ici la date limite des transferts. On va en discuter justement. On va attaquer le gros morceau de ce podcast qui est donc les rumeurs de transfert et on va commencer, si tu le veux bien, par celui qui bloque toute la situation, Giannis Exactement. Antetokounmpo. Cham Charania d'ESPN a annoncé qu'il était prêt à quitter Milwaukee pour aller s'installer ailleurs. Est-ce que cela signifie qu'un transfert est garanti d'ici la date limite des transferts? Bizarrement, je continue de douter, étant donné la rançon exigée à juste titre par les Bucks en échange et le fait que s'ils attendent cet été, d'autres offres peut-être plus solides pourraient se profiler avec des jeunes talents, des pics de draft, enfin toutes les cases qu'ils souhaitent cocher. Euh, donc voilà. Toujours selon Shams, il y a les Wolves, les Warriors, les Knicks et le Heat qui seraient considérés comme des destinations privilégiées, malgré le fait que certaines d'entre elles, je pense à Minnesota, Miami et New York, sont dans des situations financières compliquées, avec peu de marge de manœuvre, peu de pics de draft intéressants à proposer. Ça nous laisse les Warriors, que je poussais, moi, à tenter l'expérience Anthony Davis. Apparemment, ça va pas forcément être le cas, mais si Giannis est disponible, Golden State possède, eux, pour le coup, des pics de draft, un salaire adéquat à échanger avec Jimmy Butler, un jeune talent en la personne de Jonathan Kuminga. Je tiens à signaler également que les pics de draft que peuvent proposer les Warriors, étant donné la fenêtre de tir avec Stephen Curry, si tu es les Bucks et que tu récupères des pics de draft qui vont jusqu'en 2028, 2030, 2032, comme c'est annoncé, et un swap en 2031, c'est excessivement alléchant. C'est-à-dire que tu mets potentiellement la main sur des pics qui vont valoir très très cher sur le marché du transfert ou à la draft, tout simplement. Donc voilà, il y a ce truc-là. Ce ne sera pas sans risque pour les Warriors, parce que Giannis, moins qu'Anthony Davis, bien évidemment, mais plus que d'autres, a une fâcheuse tendance à enchaîner les blessures sans contact ces dernières années. Mais si le duo Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry devient réalité, ça peut vraiment faire des vagues dans la conférence Ouest pour les 2 saisons à venir. Charles, qu'est-ce que tu penses des dernières infos de Shams? Et toi, est-ce que tu as un scénario préféré? Bah écoute, déjà la première chose, c'est qu'on sent quand même que vraiment pour Giannis, le plus important, c'est de pas avoir le mauvais rôle, hein. Même dans la manière avec laquelle les choses sont formulées, à aucun moment on te dit qu'il demande à partir. Non, non, il est prêt à changer d'équipe. Donc là, je pense que même LeBron applaudit devant une telle maîtrise de la communication. Écoute, bon, Shams Charania a cité les 4 équipes que tu as évoquées. On sait que d'autres équipes sont sur le dossier. Et dans l'absolu, quasiment toutes les équipes de la ligue sont intéressées par un profil comme le sien. Cette année, il y a aussi ces dernières semaines, pardon, pas cette année, il y a aussi Toronto qui a été cité par exemple. Et tu l'as dit, c'est le dossier qui paralyse le marché, parce que tant qu'il n'aura pas bougé, beaucoup d'équipes seront réticentes à se séparer de précieux assets. Typiquement le cas des Lakers. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui aimeraient les voir bouger sur certains dossiers, et notamment sur les joueurs des Pelicans. Mais tant qu'il y aura une chance pour que Giannis ne soit tradé que cet été, les Lakers vont garder tous les assets possibles et imaginables pour ne pas rater leur chance à ce moment-là. Par contre, effectivement, si Giannis est tradé dans les jours qui viennent, là, le marché pourrait vraiment s'animer et on pourrait avoir une trade deadline assez folle. Voilà, moi je pense que cette histoire de timing, elle est très importante. C'est d'ailleurs Shams Charania, dans la manière avec laquelle il a formulé les choses, il a précisé que le joueur était prêt à être tradé soit avant la deadline, soit l'été prochain. Et c'est une précision qui est très importante parce que, comme les Lakers, d'autres équipes ne peuvent proposer leur meilleur package que l'été prochain. Écoute, moi, ma destination idéale, évidemment, tu t'en doutes, hein, en tant que fan des Lakers, moi j'ai envie que la situation elle continue à mariner jusqu'à cet été et qu'on ait une chance d'avoir un duo Doncic-Giannis, ça me donne assez envie. Si je dois choisir une destination idéale d'ici la deadline, alors je pense effectivement que je serais un peu intrigué de le voir aux Warriors. C'est peut-être le seul move qui permettrait de sauver j'allais dire la fin de saison, mais en fait la fin de carrière de Steph Curry.
Maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Mhm. Si t'es Giannis et que t'es tradé à Golden State là, tu prolonges? Moi, je prolonge pas, hein. Jamais de la vie, je prolonge dans une équipe qui, dans 1 an et demi, n'aura plus Stephen Curry, plus Draymond Green, qui n'aura plus aucun pick de draft. Jamais de la vie, je prolonge à sa place, hein. Oui, en même temps, tu rejoins une équipe qui a un passé. Tu rejoins une équipe qui a pris soin de Stephen Curry et qui Bah, peut tout à Chicago, alors, fait. dans ce cas-là, enfin, tu vois. Non, non, mais je veux dire, oui, sauf que Chicago, il y a plus, il y a plus exactement l'équipe en place de la fin des années 90, à Ouais, part mais Jerry attends, Reinsdorf, le propriétaire. Mais à il y a- Golden State, on nous dit que Steve Kerr va probablement partir bientôt. Tu vois, le general manager n'est plus celui des grandes années. Enfin, le passé, ok, ça mais reste un marché énorme avec Joey Lacob qui est à la tête du truc. Il faut voir après comment ça se passe avec Giannis Antetokounmpo. De toute façon, c'est potentiellement des conversations qu'ils auront s'ils font le transfert. Le package que j'ai vu sur The Athletic, ce serait pour les Bucks Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandon Podjemski, donc le premier pick de 2028 de Golden State, 2030, 2032 et un swap en 2031. Et de côté des Warriors, ils récupèrent Giannis Antetokounmpo, Kyle Kuzma. Je veux dire, Giannis Antetokounmpo, aujourd'hui, si tu as envie de gagner un nouveau titre, d'être dans une équipe qui n'a pas besoin de... Enfin, où tu vas avoir un respect immédiat pour les cadres qui sont déjà présents et où tu vas être enthousiaste, parce que là, on voit bien quand Giannis Antetokounmpo n'est pas du tout enthousiaste ah non. au sein des Bucks. Il joue avec... voilà, il a cette attitude passive-agressive où tu sens bien qu'il est saoulé, mais tout ça, ça déteint sur le reste de l'équipe, ça déteint sur l'ambiance probablement dans le vestiaire. Ah, ça devient vraiment extrêmement toxique, toute cette histoire. Donc, quelque part, je pense que il y a beaucoup de monde qui a envie de voir Giannis Antetokounmpo bouger assez rapidement. Est-ce que tu signes après ou pas? J'en sais trop rien. Ça dépendra d'énormément de choses. Et là, pour le coup, je t'avouerai que j'ai pas encore réfléchi à ça concernant Giannis Antetokounmpo. Et je tiens à rappeler quand même que Giannis Antetokounmpo, pareil pour les Warriors. Les Warriors, en le faisant venir, prennent quand même un certain risque parce que ça fait quand même, en termes de passif de blessure, Giannis Antetokounmpo, c'est pas hyper rassurant, quoi. Non, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que là, tu le fais venir dans l'optique d'aller gratter un titre avec Stephen Curry cette saison ou potentiellement la saison prochaine. Au-delà de ça, et puis enfin, autant c'est hyper alléchant sur le papier, autant il faut que plein de choses derrière se passent bien. Et tous les noms que je viens de citer, notamment pour faire matcher les salaires, ça veut dire que Giannis Antetokounmpo arrive dans une équipe où lui, Steph Curry et d'autres joueurs qui vont être beaucoup moins clinquants que ce qu'il y a actuellement, vont devoir jouer des minutes, des sérieuses minutes sur le terrain, quoi. Ah, c'est clair qu'il va falloir enchaîner, ouais. Donc exister dans cette conférence Ouest avec le basket moderne où tu cours en permanence, enfin aujourd'hui on est assez au courant du fait que c'est aussi ça qui épuise les corps et qui crée, qui pousse aux blessures. Stephen Curry aussi a eu énormément de blessures ces dernières saisons. Des fois des blessures au pire moment qui soit. Donc ça semble un peu... Autant ça peut paraître très alléchant sur le papier, je comprends l'excitation de certains fans de se dire ah, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, ça peut être complètement oufissime. Ok, pourquoi pas. Mais en même temps, les questions derrière que je me poserai immédiatement, c'est quelle profondeur de banc et à quel point tu vas épuiser ces joueurs-là très rapidement au risque qu'ils soient pas là au moment où tu en as besoin, quoi. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est clair que c'est une vraie donnée. Et c'est aussi pour ça que moi, je me demande à quel point, en fait, les Warriors, ça lui fait envie, en fait, à Giannis, tu vois. Il a 38 ans en mars, hein, Stephen Curry, il faut pas oublier ça. Alors que Giannis, lui, n'a que 31 ans, et il les a Ouais. eu il y a pas longtemps, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je te dis, tu vois, l'avenir à moyen terme, si dans 1 an et demi, t'as plus Curry, t'as plus Draymond, et que t'as un Giannis qui a 32 piges, qui en théorie, sauf s'il y a encore des problèmes de blessure, sera en pleine possession de ses moyens, moi, je suis pas sûr qu'il ait envie de s'inscrire dans la durée là-bas, hein. Non, mais complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai vu un autre deal. Un autre deal, et là, Bleacher Report et d'autres insiders ont sorti enfin, ont mis en avant cette information. Le fait qu'il est très attiré de rejoindre
euh, Anthony Edwards à Minnesota. Alors, ok, pourquoi pas. Je me demandais un petit peu quel genre de transfert il pouvait se produire pour que ce soit le cas. Et encore une fois, je crois que c'est The Athletic, il me semble, qui a une hypothèse qui est pas mal du tout et qui fait intervenir dans l'histoire un joueur qui est annoncé comme un joueur clé potentiellement de cette affaire, c'est Jrue Holiday. Et donc le deal se passe comme ça. Donc ça serait les Bucks qui récupéreraient Julius Randle, Naz Reid, le pick de 2030, premier tour de Portland 2030, un swap avec Minnesota en 2028 et 2032, et ils récupéreraient, c'est surtout ça que pour la raison pour laquelle les Bucks seraient intéressés, c'est qu'après le deal pour Damian Lillard, ils récupéreraient leur propre pick de draft de 2029 et de 2030. Et c'est pour ça que ce deal-là me semble pas totalement impossible, voire avec une probabilité non négligeable. Parce que du point de vue des Bucks, c'est pas tant récupérer Julius Randle et Naz Reid qui t'intéressent, c'est de récupérer des pics de draft de Portland et de récupérer tes propres pics de draft en plus des swaps avec Minnesota. Ça, pour le coup, en termes de trésor de pics, c'est vraiment, vraiment intéressant pour eux. Les Timberwolves, eux, récupèrent Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday, et les Trailblazers récupèrent Jaden McDaniels et Mike Conley. C'est-à-dire qu'eux, ils se récupèrent un espèce d'ailier qui est en pleine progression et qui, je pense, pourrait vraiment passer un palier s'il avait un rôle encore plus important. Après, on peut imaginer Portland, parce que tout d'un coup, on peut se dire à Portland, il y a quand même un peu une collection d'ailiers dans tous les sens, avec Jeremy Grant, Deni Avdija et tout ça. On peut imaginer que Portland redirige des joueurs et s'arrange avec ça plus tard. Mais ça, pour le coup, je trouve ça pas négligeable comme proposition. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Bah, de toute façon, moi j'avoue que j'avais jamais trop envisagé Giannis aux Wolves. C'est clairement pas un truc depuis le début de la saison que j'avais en tête. Mais c'est clair que c'est intriguant, ouais, c'est hyper intéressant. Et puis c'est vrai que voir Anthony Edwards avoir à ses côtés un joueur de ce calibre-là, bah ça m'intrigue, ça me donne un peu envie de voir ce que ça donnerait. Bon, effectivement, il faudrait se séparer de Jaden McDaniels, mais bon, si c'est pour Giannis, c'est acceptable. Ouais. Voilà, tu je vois, pense que tu digères, quoi. Exactement. Les Wolves, de toute façon, sont beaucoup. Les Wolves sont quand même pas mal mentionnés d'ici la deadline. On sait qu'ils sont notamment assez actifs sur le dossier Kobe White aussi. Donc ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire. C'est clair que ce serait un virage extrêmement important pour la franchise. Et pour le coup, tu vois, on parlait de la volonté ou non de Giannis de s'inscrire sur le long terme à Golden State. Avec Anthony Edwards, il a l'assurance d'avoir jusqu'à la fin de sa carrière un mec en pleine force de l'âge qui est monstrueux et qui va probablement continuer à progresser. Donc c'est quand même une donnée qui est extrêmement importante. Ce qui m'intrigue énormément là-dedans, c'est le fait qu'il y ait la volonté du joueur, qu'il y ait pour les Bucks ces pics qu'ils récupèrent, leurs propres pics qu'ils récupèrent dans l'opération. Je trouve qu'il y a quand même différents éléments qui font que cette proposition peut être vraiment crédible. Et je suis d'accord avec toi, jamais j'aurais mis Minnesota sur la liste des équipes qui avaient une chance de faire venir Giannis Antetokounmpo. Mais si Giannis Antetokounmpo dit à Milwaukee, écoutez, je veux absolument... c'est vraiment une vraie équipe vers laquelle j'ai envie d'aller. Et là, il y a une concordance, que ce soit Shams Charania et d'autres journalistes plutôt bien informés. Les Wolves n'arrêtent jamais de revenir dans la conversation. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est une destination qui coche toutes les cases. Il y a juste un truc, mais que j'ai assez peu vu, c'est que moi j'ai vu 2 ou 3 fois revenir le fait que idéalement Giannis préférerait rester à l'Est, et c'est clair que si tu veux avoir le titre, Ouais. t'as quand même plutôt intérêt d'être à l'Est, on va pas se mentir. Euh, mais, euh, mais bon, mis à part ça, ça coche absolument toutes les cases. Alors partons à l'Est, si tu veux bien, dans ces cas-là, faisons ça, puisque effectivement, comme tu le dis, rester à l'Est, ça serait pas mal. Et puis, tu as forcément l'équipe que tout le monde cite aujourd'hui, parce que c'est l'équipe dont
une équipe dont tout le monde parle tout le temps, c'est les Knicks, comme les Lakers. Hein, c'est les deux équipes dont on parle absolument en permanence. Dès qu'il y a un joueur qui est en rumeur de transfert, il y a toujours un maillot des Knicks et des Lakers qui est posé sur ses épaules. Les Knicks regrettent, à mon avis, amèrement d'avoir transféré tous ces pics de draft, 5 premiers pics de draft pour faire venir Mika Bridges à l'été 2024, parce que je pense ils estimaient à ce moment-là que Giannis était difficilement accessible, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc là, on entend un peu plein de rumeurs de transfert. Là, pour le coup, j'ai pas vu. Tu me diras si toi, tu as trouvé quelque chose de crédible là-dessus, mais j'ai pas vu de deal hyper crédible qui serait susceptible d'intéresser les Bucks. Le mieux que j'ai vu, c'est des swaps de pics, parce que les Knicks sont quasiment plus rien. Donc des swaps en 2030 et 2032. Mais si je suis les Bucks, pourquoi j'irais me prendre la tête à récupérer, voilà, tu vas récupérer qui? Bridges, Anunoby et je ne sais qui d'autre, pour faire quoi? Un truc qui est souvent revenu, c'était de dire, les Bucks ne bougeraient que si il y avait éventuellement Jalen Brunson. Mais on sait tous aujourd'hui que Jalen Brunson ne sera très probablement jamais concerné dans cette histoire. Mais même, pourquoi les Bucks échangeraient Giannis contre Brunson? Voilà, je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Là, pour moi, le dossier d'Enix est faible. Alors, on peut toujours dire Giannis peut mettre une pression monumentale sur les Bucks en disant « je veux que ce soit cette équipe et aucune autre ». Ça, c'est possible aussi. Qu'il nous fasse une Carmelo Anthony en 2011. De dire, voilà, je veux aller là-bas, démerdez-vous, mais c'est ça que je veux, et qu'il y ait éventuellement une troisième équipe qui rentre en ligne de compte et qui vienne un petit peu graisser les rouages pour que ça passe. Mais à part ça, je vois pas comment ça se déroule côté New York. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, visiblement, les Knicks envisagent différentes solutions pour essayer d'exister un peu plus sur ce dossier. Et en l'occurrence, on parle aussi du cas de Jrue Holiday du côté de New York, parce que ils estiment que mettre la main sur Jrue leur permettrait d'avoir plus d'arguments pour donner envie. Ce serait la carotte, ouais. La carotte absolue pour faire venir Giannis. Alors effectivement, moi j'ai vu des trades, enfin des tentatives de trade pour récupérer Jrue Holiday, mais enfin j'en ai vu un où tu perds Mitchell Robinson. Bon déjà non, en fait, ça marcherait, aucun intérêt. J'en ai vu un autre où ce serait contre OJ Anunoby notamment. Bon, c'est vrai qu'en l'état, j'ai quand même beaucoup de mal à croire que les Knicks ont ce qu'il faut, sauf effectivement avoir un caprice de Giannis. Mais en fait, le problème, c'est que Giannis est tellement soucieux de préserver son image dans toute cette histoire que moi, je le vois pas du tout mettre une vraie pression comme ça. Là, pour le coup, ça deviendrait complètement impossible de maîtriser sa communication comme il le fait depuis le début. Donc non, effectivement, à l'Est, je pense presque Miami, finalement, a un dossier plus cohérent. D'abord parce que, si je ne m'abuse, Giannis et Adebayo ont le même agent. Visiblement, d'après ce qui est sorti il y a quelques jours, ils ont déjà échangé sur le fait de jouer ensemble à Miami. Donc éventuellement, pourquoi pas, mais là encore, c'est que pourquoi? C'est-à-dire que les propositions de deal aujourd'hui, c'est Kelly Ware et Tyler Hero, qui est originaire de Wisconsin. Ok, et potentiellement un pic de 2026 et leur pic de 2033. Là encore, les Bucks, je vois même pas pourquoi les Bucks iraient mettre la main dans cette histoire. Ah bah Miami a beaucoup plus de choix que New York, par exemple, de choix de draft. Ils ont beaucoup plus de possibilités de choix de draft, il me semble. Mais ils ont plus leur pic de 2027 parce qu'ils l'ont filé à Charlotte dans le deal avec Terry Rozier. Ils peuvent pas échanger leur pic en 2026 et 2028 à cause de la Stepien Rule. C'est le nom d'un ancien general manager qui faisait n'importe quoi avec ses pics de draft. Donc maintenant, tu peux plus échanger tes pics tu es obligé de faire un saut chaque année. C'est pour ça que tu as les swaps aujourd'hui qui sont de plus en plus répandus. Oui, sauf que ça change pas le fait que entre la Stepien Rule et le fait qu'ils ont pas le contrôle de certains de leurs pics, je te dis, les seuls pics potentiels qu'ils peuvent vraiment offrir là, maintenant, tout de suite, c'est 2026 et 2033. Il y en aura d'autres à l'intersaison cet été.
il me semble. Oui, oui, cet été, C'est normalement, un ils peu ont comme le beaucoup de cas des possibilités. Lakers, en fait. Ouais, Les ouais, bien Lakers, sûr. ils ont qu'un seul pick à échanger aujourd'hui, ils en auront 3 l'été prochain. Ouais, ouais, tout à fait. Mais, voilà, donc aujourd'hui, les Bucks, pour le coup, c'est pareil que pour les Knicks, c'est pas hyper intéressant. Et je tiens à dire également pour les Knicks, soit ils deal pour Antetokounmpo maintenant, soit ils le feront pas cet été non plus. Pourquoi? Parce que cet été, ils veulent absolument re-signer Mitchell Robinson et que cet été, ils seront très probablement dans un enfer financier qui leur permettra absolument pas de faire quoi que ce soit, parce qu'ils vont, je crois qu'il y a des contrats qui rentrent en ligne de compte où ils vont pas dépasser le second palier de la convention collective et ils seront pieds et poings liés, ils pourront rien faire. Donc, soit ils le font maintenant, soit ils le font pas, quoi. Finalement, l'équipe qui est honnêtement la plus à même de remporter la compétition pour le Giannis, c'est Atlanta. Sauf que visiblement, Atlanta, ils veulent pas, en fait, quoi. Mais oui, Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Tu vois, ça me fait un peu sourire. Je trouve ça génial. Tu vois, l'équipe qui est la plus équipée pour choper Giannis ne veut pas Giannis, en fait. Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas Giannis, c'est pas vrai. Mais ils veulent pas lâcher Jalen Johnson. Et ils veulent absolument continuer leur construction sur le modèle d'OKC notamment. Et ça, c'est quand même hyper intéressant comme pari. c'est hyper intéressant et très sincèrement, je le comprends. Alors Ouais, peut-être que pareil. certains vont hurler en m'entendant dire un truc pareil. Et vous pensez bien que ça m'échappe pas le fait que Giannis Antetokounmpo soit un des 3 meilleurs joueurs de la ligue aujourd'hui, très très sincèrement. Et il réalise peut-être la meilleure saison de toute sa carrière. Donc c'est une donnée qui m'a pas échappé. Mais concernant Atlanta, on en avait déjà parlé quand il y avait les rumeurs avec Anthony Davis, et pour moi c'est à peu près la même histoire, c'est qu'Atlanta n'est pas sur la même timeline que Giannis Antetokounmpo, et C'est clair. ça précipiterait tout d'un coup la franchise dans une espèce de précipitation pour essayer de gagner un titre le plus rapidement possible. Tout d'un coup, une fenêtre qui était sur 5, 6, 7 ans devient une fenêtre sur 2, 3 ans, avec des joueurs qui seront probablement pas prêts. Euh, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Nickel Alexander-Walker, tous ces joueurs-là ont encore besoin de maturation. Peut-être moins Nickel Alexander-Walker pour le coup, parce que lui en plus il a l'expérience des playoffs avec les Wolves. Mais mais voilà, et je pense que les Hawks aujourd'hui, ils ont ce pic des Pelicans qui leur appartient. Ils ont d'autres pics à proposer. Eux, ils sont plus en train de se dire, on va continuer de construire tranquillou milou, voir si on peut trouver recouper sur des joueurs dont on n'a plus envie. On voit que Zachary Isaché, il est de moins en moins en odeur de sainteté du côté d'Atlanta. Mais j'ai pas l'impression qu'un deal pour Giannis Antetokounmpo, un truc fracassant comme ce deal-là, soit dans les papiers. En tout cas, autant il y a un moment où on n'arrêtait pas de parler d'eux, autant ça fait 2, 3 jours maintenant que partout, ce qu'on lit sur Atlanta, c'est Atlanta, ils freinent des cas de fer pour faire un deal dans la stratosphère Antetokounmpo, Anthony Davis, quoi. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est Ils veulent pas exactement y aller. ça. Non, mais là, de toute façon, les dernières news qui reviennent, c'est que ce qu'on appelle les frontrunners, enfin les favoris, là, au moment où on parle sur le dossier de Giannis, c'est les Warriors. Parce que je pense aussi que c'est parce que c'est ceux qui sont le plus dos au mur, tu vois, et donc qui sont le plus prêts à tout mettre dans le package, quoi. Ouais, complètement. Ouais. C'est Mark Stein qui avance l'argument selon lequel, ou c'est Jack Fisher, c'est peut-être Jack Fisher, je sais, mais qui bosse sur le substract de Mark Stein de toute façon. C'est eux qui sortent l'info comme quoi il a très envie de jouer avec Anthony Edwards. Et franchement, quand je préparais le podcast, j'étais tout à fait persuadé que les Warriors, dans les équipes qui ont été citées par Shams Charania, étaient clairement l'équipe la mieux lotie. Et je pense ils ont une vraie chance. Si ils arrivent à convaincre les Bucks de la pertinence de leur proposition et que Giannis Antetokounmpo valide, je pense qu'il y a une vraie chance que ça se passe du côté des Warriors, mais je ne suis pas persuadé du fait que ça fonctionne. Ouais, et puis surtout, moi, je te dis,
j'aurais vraiment peur, si tu veux, qu'au-delà du fait que ça fonctionne ou non, que pour le futur à moyen terme de cette franchise, ça serait une catastrophe. Parce que Ouais, complètement. si vraiment tu fais un all-in sur ce trade et que dans 1 an et demi, Giannis il te dit bon bah les gars c'était sympa, mais moi j'ai pas envie d'être, tu vois, j'ai pas envie d'être j'ai pas envie de me retrouver comme à Milwaukee, mais chez vous, bah je prolonge pas. C'est catastrophique. Complètement. Mais je pense que les Warriors ont une vue à méga super court terme là. Ils sont dans Ouais, la ouais, bien saison sûr, mais bien là, sûr, bah, bien la sûr. saison prochaine, et advienne que pourra, tu vois. Ah, mais C'est... je suis sûr que si la com il arrive à offrir un dernier titre à Steph Curry avant sa retraite, il est prêt à, tu vois, il est prêt à manger du Mm. riz pendant 5 ans s'il faut. Hein, mais bon. Et pour le coup, je pense que Giannis Antetokounmpo, qui arrive dans une équipe avec le passé des Warriors, qu'il va immédiatement voir, enfin, en Stephen Curry, un joueur, il va parler d'égal à égal, tu vois. Un joueur qui a les titres, qui a été MVP, tout ça. Donc, je pense qu'il y aura un respect mutuel qui fait que ça peut vraiment, on peut vraiment trouver un Giannis Antetokounmpo encore plus fort que ce qu'il n'est déjà potentiellement. En Quel tout duo cas, de fou quand même. concentré, ouais, ouais, carrément. Et puis, je pense qu'on n'aura pas ce sera pas la même problématique qu'avec Damian Lillard, parce que Damian Lillard avait besoin du ballon dans les mains, et c'était bien le problème avec Giannis Antetokounmpo, parce que lui aussi a besoin du ballon dans les mains. Stephen Curry, c'est un des meilleurs joueurs off-ball de l'histoire de la NBA. Ouais. Donc là, il n'y aura plus aucun problème. Tu peux donner le ballon à Giannis, il n'y a aucun problème. Et tu as probablement le joueur qui a le plus de gravité sur le périmètre et le joueur qui a le plus de gravité dans la raquette. Donc, il y a, c'est un problème qui peut être très rapidement insoluble. Après, tu fais quoi d'un joueur comme Draymond Green qui a pas de shoot, qui tu as autour exactement, qui risque pas d'être exploité en défense une fois que les playoffs arriveront. Et comme je le dis tout à l'heure, est-ce que tu vas pas devoir au final donner beaucoup trop de minutes à tous ces joueurs-là qui sont plus de la première fraîcheur, et Antetokounmpo qui est blessé, enfin qui s'est quand même pas mal blessé cette saison. Bon, c'est là que pour moi le risque est quand même absolument colossal. Pour moi, c'est vraiment un pari un peu fou, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, en termes de temps de jeu, Steph, il est déjà à plus de 31 minutes par match. Hein. C'est quand même déjà pas mal. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Donc je sais pas. Et tout d'un coup, ouais, Minnesota, ça me semble waouh. Ça, après, t'imagines le nombre de questions que ça pose. La combinaison avec Gobert, ça ressemble à quoi? Mais alors la défense, Gobert, Antetokounmpo, Jrue Holiday. L'enfer. Ah mon Dieu, personne n'a envie de faire ça, quoi. Et Anthony Edwards, je veux dire, c'est pas comme si ce mec-là était handicapé en défense, donc pas du tout. Je te dis pas le bordel que c'est, quoi. Et encore une fois, je persiste à dire que aujourd'hui, entre pic, volonté de enfin séduction pour du côté de Janice, le timing et tout, franchement, ça a l'air, ça coche beaucoup de cases. Est-ce qu'il y a une autre équipe qu'on n'a pas, dont on n'a pas parlé, qui te semble potentiellement, qui pourrait être sur le dossier? Non, pas particulièrement. Par contre, je pense qu'il y a plein d'équipes qui seraient prêtes à faciliter les discussions. Parce que je pense qu'il y a plein d'équipes, enfin, tu vois, qui seraient prêtes éventuellement à jouer la troisième équipe, que ce soit bah, pour les Knicks, pour n'importe qui d'autre. Parce que je pense sincèrement que là, aujourd'hui, en NBA, il y a plein d'équipes qui aimeraient bien que Giannis soit tradé là dans les heures qui viennent. Hein. Il y en a vraiment beaucoup qui voudraient que le marché se libère. Tu vois, typiquement les Pels, alors je te dis pas du tout que les Pels peuvent servir de troisième équipe, mais moi, si je suis le général manager des Pelicans, je prie pour qu'il se barre, Giannis, quoi, pour pouvoir enfin essayer de récupérer des pics contre Herb Jones, contre Trey Murphy, pour pouvoir enfin voir le marché se débloquer. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui en rêveraient. Sinon, non, je crois pas qu'il y a d'autres équipes qui soient favoris. Je te dis, il y a Toronto qui a été beaucoup cité sur le dossier, mais moi j'ai quand même plutôt un peu l'impression que Toronto, ils sont. Enfin, aux dernières nouvelles, j'avais surtout l'impression qu'ils étaient chauds sur le dossier Sabonis. C'est notamment Sam Amick qui a dit aujourd'hui que Toronto était la destination la plus crédible pour Sabonis. Donc non, sur le dossier de Giannis, j'ai pas l'impression qu'il y a un autre. Une autre, en tout cas sur la fenêtre actuelle, avant la trade deadline, j'ai pas l'impression qu'il y a une autre équipe qui sera en position.
Sur le site The Ringer, il y a Michael Pina qui a, et ça tout à l'heure on en a parlé un peu toi et moi en off, et je voulais quand même te le remettre dans les dents parce que ça va permettre de parler d'Orlando. Ils sont cités par Michael Pina comme quoi Orlando potentiellement aurait tout intérêt à essayer de proposer Paolo Banchero qui a 23 ans pour essayer de récupérer Giannis parce que ça ne marche pas aujourd'hui Paolo Banchero à Orlando et qui sont en train de dégringoler clairement dans la conférence S. Ça devient très inquiétant si tu regardes un petit peu ce qui se passe là-bas. Carrément, ouais. Euh, j'ai du mal à voir comment le Magic arrive à faire fonctionner quelque chose étant donné qu'ils sont totalement pieds et poings liés, qu'ils ont quasiment plus de pic de draft. Voilà, enfin pieds et poings liés financièrement. Hein, j'ai pas fini ma phrase. Euh, Effectivement, ils sont dans une position extrêmement bizarre. Et je vois pas exactement comment les contrats et tout ça, parce qu'on regardait toi et moi un petit peu tout à l'heure en discutant de cette probabilité. Et pour l'instant, le contrat de Paulo Banchero, enfin son extension ne rentre pas en ligne de compte. Donc je sais pas trop exactement. Là pour le coup, ça dépasse un peu mes connaissances sur la convention collective. Mais en l'état actuel des choses, est-ce que Orlando, qui pour moi, je vois même pas comment ils peuvent faire quelque chose puisqu'ils sont au-dessus du second palier financier. Ils sont une des rares équipes au-dessus du second palier financier. Donc, avec une liste d'interdits et de trucs extrêmement compliqués à gérer s'ils veulent faire le moindre transfert pour faire matcher les salaires et ainsi de suite. Est-ce que tu penses qu'Orlando, enfin, qu'est-ce que tu penses de la situation d'Orlando aujourd'hui et est-ce que il y a une probabilité pour toi qu'ils arrivent malgré tout à faire quelque chose sur ce marché? Bah, sur Giannis, déjà, non, effectivement, comme tu l'as dit, vu que l'extension de Banchero ne rentre en compte que l'été prochain, je vois pas comment il pourrait avoir une chance là d'ici la deadline. À la limite, si on parle de l'été prochain, peut-être. Mais écoute, Orlando, moi je trouve que t'as été sympa hein, dans la manière avec laquelle t'as décrit leur situation. La réalité, c'est que c'est catastrophique. Depuis la blessure de Franz Wagner début décembre, ils ne gagnent quasiment que contre des équipes de bas de tableau. Allez, ils ont réussi à prendre un match face à Denver, mais sinon leur tableau de chasse sur la période, c'est Utah, Indiana, Brooklyn, les Pels. Allez, il y a Memphis aussi. Allez, je suis méchant, il y a aussi un match face à Portland, mais enfin, le simple fait qu'on en soit à se réjouir d'une victoire face à Portland, ça prouve quand même bien à quel point les ambitions en ont pris un coup par rapport à cet été. Effectivement, je vois pas comment. En fait, pour moi aujourd'hui, si Orlando bouge d'ici la deadline, c'est pour éviter, c'est pour repasser sous le second Tapron, donc peut-être éventuellement en essayant de mettre la main sur des contrats expirants à la place de mecs comme Jonathan Isaac par exemple. Je sais pas, mais je, je vois pas aujourd'hui. Enfin, en fait, je pense que le front office a tout intérêt à bouger pour faire évoluer la situation, mais je vois pas comment ils peuvent bouger niveau trade. Je Ouais. sais que certains médias locaux veulent voir l'équipe se renforcer sur le backcourt et tout, mais en fait, on est déjà face à une équipe qui a aucune marge d'un point de vue salarial, comme tu l'as dit. En plus, c'est l'équipe qui a donné énormément de pics pour avoir Desmond Bane l'été dernier, donc autant dire que leurs possibilités sont vraiment pas infinies. Moi, je vais être franc, là où j'attends Orlando, c'est sur le coach. Moi, je suis désolé, mais je pense qu'aujourd'hui, si t'es Orlando, tu as de moins en moins le choix, il faut changer de coach, il faut espérer trouver mieux, il faut espérer provoquer un électrochoc aussi. D'ailleurs, pas mal de médias estimaient qu'une défaite face à Miami dans la nuit de mercredi à jeudi, ils ont gagné, ça aurait pu lui être fatal. Euh, Moi, j'ai écouté le podcast de Zach Lowe il y a quelques jours. Il y a un ancien coordinateur vidéo des Clippers et des Spurs qui s'est exprimé au sujet de leur attaque. Et franchement, c'est d'une violence qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y avait aucune stratégie offensive claire. Il a dit Bane est arrivé mi-juin. Ils ont eu des semaines et des semaines pour bosser sur des nouveaux systèmes pour exploiter ses qualités. Et on n'a absolument pas l'impression que ça a été fait. Franchement, Enfin, tu vois, l'identité de coach de Jamal Mosley, c'est un coach défensif avant tout. Là, sur cette saison, Orlando, c'est le 15e defensive rating. Sur le mois de janvier, c'est le 5e pire defensive rating de la ligue. Bon, franchement, je comprends pas comment aujourd'hui, comment c'est possible aujourd'hui que Jamal Mosley ne soit pas en danger. Et je pense qu'il n'y a pas un seul coach dans la ligue aujourd'hui qui soit plus en danger que lui. Et voilà,
alors certes, il souffre de très nombreuses blessures, cette équipe a vraiment pas de chance. Enfin, même quand tu as des blessures, rien ne t'interdit de t'adapter, rien ne t'interdit de trouver des solutions, rien ne t'interdit de mettre en place des nouveaux systèmes offensifs pour mettre en valeur ceux qui sont présents. Chaque semaine, dans ce podcast, on parle d'équipes qui ont des blessés mais qui trouvent des solutions. Et lui, il y a un énorme manque de créativité, notamment offensif, qui me pose problème. Donc je les vois pas faire des trades qui vont révolutionner leur saison. Et par contre, je pense que là, il faut commencer à se bouger sur le cas de Jamal Mosley. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est la suite logique concernant Orlando. Avant de péter le duo Banchero-Wagner, ne serait-ce que pour l'âge de ces joueurs-là, tu ne sacrifies pas des talents comme ça avant d'avoir effectivement fait sauter ton coach. Surtout quand leur cote est au plus bas. Je veux dire, aujourd'hui, Voilà, Banchero, si tu veux récupérer un joueur fort en le tradant, tu vas être obligé de mettre des pics de draft, c'est sûr. tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'urgence, c'est de voir si effectivement une autre vision sur le banc peut changer la donne, peut relancer la machine. En plus, on avait entendu parler de ça en début de saison, des tensions qui existaient entre Banchero et Jamal Mosley. Et là, ça a l'air de repointer le bout de son nez de façon assez sérieuse depuis quelques matchs maintenant. Après une petite accalmie, parce que ils ont gagné ils gagnaient quelques matchs. Il y a aussi d'autres dossiers compliqués côté Orlando, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir faire des choix, qui tu gardes, qui tu envoies ailleurs, parce que tu as Anthony Black qui est en train de signer une saison absolument incroyable, qu'il va falloir prolonger ou pas, mais est-ce que tu le laisses partir pour rien? Et t'as un peu Donc, de temps avant de choisir ça au moins. Tu vois, t'as 1 an et demi, bien quoi. sûr, mais aujourd'hui, en fait, du côté du Magic, il y a la nécessité d'identifier les choses. Tu dois identifier, est-ce que ton duo Wagner-Banchero est viable? Oui, Tu tout à dois fait. identifier, est-ce que Jalen Suggs, aussi formidable soit-il quand il est sur le terrain, est-ce on a raison de parier notre avenir sur ce gars-là? Anthony Black, est-ce qu'on le garde? Comment financièrement c'est jouable? Et si on doit l'échanger ou si on peut pas le re-signer, est-ce qu'on fait un sign and trade? Est-ce qu'on fait quelque chose d'autre? Enfin, aujourd'hui, il y a des décisions stratégiques majeures qui s'imposent au Magic. Je pense que voilà, ils ont fait all-in. On en avait déjà parlé toi et moi en faisant venir Desmond Bane en plus pour plusieurs pics de draft. Donc aujourd'hui, ils ont cet effectif-là. Ils sont bloqués avec cet effectif-là. Et il va falloir bouger dans cette limite, ce qui n'est pas du tout évident. Ouais, et Donc puis vraiment, en fait, surtout le cas Banchero, si tu veux, moi, je suis très critique sur Banchero. Franchement, tu vois, on a souvent discuté, toi et moi, en off, de Franz Wagner, Banchero, qui est le franchise player. Et cette saison, elle est terrible pour Banchero. Cette saison, il a raté 10 matchs. Banchero, bah, sans lui, Orlando, ils sont en 7-3. Tu peux vérifier tu peux vérifier les stats quand Franz Wagner n'est pas là. C'est pas la même histoire du tout. Je veux dire, et, et je suis très critique sur Banchero, mais j'aimerais quand même bien, avant de me faire une opinion définitive, le voir avec un autre coach. complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est la voie, la suite logique pour Orlando, ce n'est pas de transférer un de ses talents qu'à 20 piges, mais d'abord de se séparer de son coach et de voir si stratégiquement il n'y a pas autre chose à trouver, quoi. Ouais. Pour permettre à un mec comme Banchero, justement, de trouver, de changer de dynamique, en fait. Tu vois bien que là, le message ne passe plus, la relation ne passe pas. Enfin bref, il y a trop. Je pense que ça atteint sa limite, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est Euh, frustrant. Parmi les transferts qui potentiellement pourraient se produire, effectivement, comme on l'a dit en début de podcast, Giannis Antetokounmpo, aujourd'hui, sa situation bloque énormément de choses, bloque quasiment tout, mais il y a d'autres noms intéressants dont on peut parler. Je crois que tu as un listing à soumettre sur quelques noms intéressants.
Bah déjà il y a Bouzélé, hein. Moi tu sais à quel point j'attends Ouais. de voir Yabusele ailleurs. Alors visiblement les Spurs se sont penchés sur la question avant de faire machine arrière, hein. Selon Oops Hype, il y a eu des échanges entre les deux franchises, mais en fait et ça c'est un truc que toi t'avais dit la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, t'avais dit l'option joueur de Yabusele va être un problème et visiblement c'est bien cette option joueur qui a poussé les Spurs à faire machine arrière. Et c'est dommage en plus parce que l'article évoquait notamment un package Yabusele Dadier, donc ça aurait été quand même sympa qu'on ait autant de Français aux Spurs. Sinon, bah écoute, sinon il y a évidemment Porter Junior, mais bon, son Oui, nom lui, est. c'est Ouais. hyper intéressant, Porter Junior. Excuse-moi 2 secondes, mais Bah non, justement, vas-y, vas-y. je trouve ça hyper intéressant, Porter Junior, parce que je suis persuadé, on en a déjà parlé, toi et moi, de Porter Junior, et je suis persuadé que si les Nets ne le transfèrent pas maintenant, potentiellement, ils vont le regretter. Je veux dire, je ne vois pas dans quel monde la cote de Michael Porter Junior peut être plus grande que ce qu'elle n'est maintenant. Tout le Ouais. monde veut Michael Porter Junior. Le problème, c'est qu'ils sont extrêmement gourmands. Oui, oui, oui. Bah après, ça sera à eux d'ajuster. C'est là où je te dis qu'il serait bête d'être obtus jusqu'à refuser toutes les propositions et de dire bah, puisque c'est comme ça, on garde Michael. Ok. Ouais. Je Ouais, pense non, mais que c'est les ça. Nets ne doivent absolument pas avoir cette attitude vis-à-vis sur le marché des transferts aujourd'hui. Ils doivent absolument prendre la meilleure offre possible pour eux concernant ce gars-là. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je pense, mais tu vois, ça typiquement, ça fait partie des dossiers qui sont bloqués par le cas de Giannis. C'est clair et net. Hein. Il y a, surtout vu le nombre de Mais pics qui sont complètement. demandés par Brooklyn aujourd'hui, il y a déjà un pic, t'as pas envie de le lâcher de peur d'être largué sur le dossier l'été prochain. Alors là, et pour les Pels, c'est pareil. Je veux dire, Herb Jones et Trey Murphy, moi j'en viens à croire que ça ne va pas bouger parce que les Pels sont. T'as vu ce que Mark Stein a évoqué. Mark Mais Stein, c'est grotesque. ils veulent le même package que celui payé par Orlando pour mettre la main sur Desmond Bane. Alors déjà, à l'époque, sur le cas Desmond Bane, on disait qu'Orlando était un peu taré. Enfin là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais Herb Jones, c'est un bon défenseur, mais il faut arrêter, les gars, Mais quoi. oui, je veux dire, non mais les deux sont d'excellents joueurs. Je veux dire, Ouais, c'est deux excellents joueurs, mais à ce tarif-là, personne ne va y aller. mais bien sûr. Euh, Évidemment, du côté de Boston, bah, il y a le cas Anthony Simmons, hein, surtout que là aujourd'hui, enfin Chris Haynes a confirmé que Jason Tatum se dirigeait comme prévu vers une saison blanche, donc l'objectif c'est la saison prochaine et pour ça il faut absolument profiter du contrat expirant d'Anthony Simmons, Oui, qui a été rapporté pour cette raison, d'ailleurs. Le bien but, sûr. c'était de l'échanger avant de la date limite. Donc, Quoi d'autre? Bah il y a le cas Karl Anthony Towns. J'ai vu qu'est-ce à qu'il mon se grand prend dans la étonnement. tronche, Karl Anthony Ah Towns, mais de la c'est terrible. Hein. vache. Il se fait, mais marcher dessus. Alors, même moi qui suis critique de Karl Anthony Towns, il se fait lyncher par les médias new-yorkais. C'est terrible. Bah oui, ouais, C'est ouais, bien sûr. terrible. Plus personne ne veut de lui là-bas, quoi. Mais tu sais que à tel point que plusieurs bookmakers aujourd'hui font de lui le joueur avec la plus forte probabilité d'être échangé d'ici la deadline. Hein. Hmm. Moi j'y crois pas une seconde, mais en fait c'est. Alors Mark Stein en a parlé, il a notamment expliqué que beaucoup d'équipes NBA pensaient qu'il était déjà disponible sur le marché et explique que les Knicks ont essayé de prendre des infos sur sa valeur actuelle. Pour moi, il va pas bouger, mais surtout en fait il y a un élément quand même qui a été expliqué par Sam Amick et qui pour moi est une vraie mauvaise nouvelle pour les Knicks. C'est en fait le pire scénario aujourd'hui quand tu es une franchise qui sonde le marché pour un de tes joueurs. L'été dernier, quand on a commencé à avoir vraiment des très grosses rumeurs sur Giannis et les Knicks, Karl Anthony Towns était cité comme la monnaie d'échange. Et selon Sam Amick, eh ben Towns est très saoulé par ça. Et Sam Amick te dit, il garde une rancune tenace envers la franchise à cause de ces rumeurs. Et ça, c'est absolument catastrophique. C'est typiquement le pire scénario pour une franchise. C'est que tu sondes le marché en mettant le nom du mec que tu Ah, voudrais mais envoyer en complètement. France et le mec le prend mal. Et ça, c'est une catastrophe. Bon, donc Kat, je crois pas du tout qu'il soit tradé, mais j'attends quand même de voir comment ça va se passer. Sinon, parmi les autres noms qu'on a cités ces dernières semaines, bah, il y a Miles Bridges, mais Miles Bridges, le joueur, enfin, la franchise qui était vraiment intéressée par son profil, c'était les Bucks, et c'était dans l'optique où il finirait par garder Giannis, donc ça, j'imagine que là, on n'est plus trop là-dedans, et puis en plus, dans tous les packages que j'ai vus, vraiment, j'ai un peu l'impression que Milwaukee prend Charlotte pour des pigeons, parce qu'ils essayent de refiler le contrat de Kuzma dans l'opération, ce qui est quand même,
c'est pas un truc que moi je prendrais. On est à la limite de l'insulte. Voilà, exactement, c'est exactement ça. On est à la limite de l'insulte, les gars. Et Attention. donc voilà, mais en fait, il y a énormément de rumeurs, comme chaque semaine qui précède la trade deadline, il y a des rumeurs sur quasiment toutes les franchises, sur les trois quarts des joueurs, mais encore une fois, rien ne bougera tant que Giannis n'est pas tradé, tu vois, c'est clair et Malheureusement, net. ouais. C'est clair et Parce net. qu'il y a toujours aussi le nom de Ja Morant qui circule partout et on sait Évidemment. toujours pas trop où ça va aller. Là aussi, blocage Giannis. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les Raptors sont dans les conversations. On sait qu'Emmanuel Quickley ou RJ Barrett peuvent être échangés si possible. Jacob Poeltl aussi a été est cité dans certains scénarios. Mais là encore, il y a rien de clair. À Dallas, il y a le cas Anthony Davis. Où est-ce qu'il va finir? Qui veut s'attacher à son contrat et potentiellement une extension? Je ne sais pas qui est assez fou pour penser à ça. Il y a aussi Najee Marshall et Daniel Gafford là-bas, qui sont deux joueurs que j'adorerais voir ailleurs. J'avoue, Ouais, pareil. si tu as des équipes un peu contenders qui arrivent à mettre la main sur ces gars-là, je pense que c'est des très 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 bons deals. Bah, Gafford, il y a Indiana qui était beaucoup cité sur le dossier parce qu'ils veulent reconstituer une relation 1-5 forte la saison prochaine avec le retour d'Haliburton et ils estiment que Gafford collerait très bien. Et ce serait formidable. Ce serait formidable. Bien que moi j'aime bien les profils à la Miles Turner avec un shoot à 3 points, quoi. Je pense que c'était aussi important d'avoir du spacing, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Non. Il y avait un autre... Oui, les Pistons. Les Pistons, moi, ça reste une équipe que je regarde beaucoup parce que c'est une équipe qui, aujourd'hui, à l'Est, fait figure de favori quasiment. Et je pense que il y a deux noms qui reviennent beaucoup les concernant, avec plus ou moins de probabilité que ça arrive. Il y a Lauri Markkanen, en provenance d'Utah, et il y a Michael Porter Jr., donc, qui était également cité beaucoup dans les transferts avec les Warriors. Mais si les Warriors partent sur le cas de Giannis Antetokounmpo, c'est bye-bye Michael Porter Jr., bien évidemment. Donc ça, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Tu l'as bien dit également, le cas des Wolves sur Coby White. Je pense que Coby White à Minnesota, si la contrepartie elle n'est pas colossale, ça peut être un coup très très fort. Donc il y a ça. Les Hawks, parce que j'ai un petit pincement au cœur, bien que j'aime pas du tout leur façon de gérer le Kari Zaché. Ouais. Si je comprends, même si je comprends le pourquoi du comment, mais les Hawks, il y a toujours Porzingis qui est sur un expirant, CJ McCollum, Luke Kennard, tout ça, il faut jeter un œil là-dessus. Ça, c'est typiquement des joueurs qui peuvent servir à graisser des rouages parce que justement ils ont des contrats expirants. Et dans le cas de Porzingis, il a un gros contrat, bien juteux, bien fat. Donc ça peut vraiment être ça peut vraiment servir. Les Sixers, il y a pas mal de rumeurs qui annoncent un mouvement de Quentin Grimes si Daryl Morey arrive à mettre la main sur quelque chose qui lui plaît, en termes d'assets, en termes de joueurs complémentaires. Voilà, tu parlais des Pacers, effectivement. J'aimerais bien que les Pacers déjà arrivent à se greffer à quelque chose dans l'optique de la saison prochaine. Je serais très très excité par cette possibilité. Et puis voilà, puis sinon les équipes qui pour moi ne vont pas bouger du tout, t'as les Suns. Je pense qu'il n'y a rien à faire aux Suns, et c'est très bien ce qu'ils font et il n'y a absolument rien à faire avant l'été. Les Spurs, idem. J'espère que les Spurs ne vont pas aller se lancer dans quelque chose. Enfin, aujourd'hui, ils sont totalement dans la course au play-off et ainsi de suite. C'est parfait, ne changez rien. Je vois pas pourquoi tu irais te précipiter à faire un transfert pourquoi qui va... Je sais pas, je comprendrais pas trop, je t'avoue. Les Lakers, tu sais mieux que moi que tout va se passer cet été. C'est là que la nouvelle stratégie autour de Luka Doncic sera mise en place. Les Rockets, avec la news de Steven Adams, à voir. Les Nuggets, on sait à quoi s'en tenir. On veut juste que ça soit en bonne santé. Et puis le Thunder, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le Thunder? Rien. Ah non, rien. Rien à faire. Allez, promo Giannis, peut-être. Regardez vraiment. les autres se battre. Allez-y, battez-vous.
Non, mais ouais, bah écoute, juste par rapport à Indiana, il y a un sujet, moi, qu'il faut éventuellement suivre côté d'Indiana, c'est Bénédicte Mathurin, parce que visiblement, la Ah oui, bien franchise est pas vu. décidée à lui filer l'extension dont il rêve, et s'ils veulent pas le perdre gratuitement l'été prochain, il va falloir l'échanger dans les jours qui viennent. Attends, breaking news, Bradley Beal devrait faire jouer son option joueur et rester aux Clippers la saison prochaine. Ouf. Mais alors là, ça va changer ma soirée, ce que tu viens de me dire. Ah mais attention, Bradley, attention là, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Non, je déconne. Désolé pour les fans de Bradley Beal, on ne voulait pas être, on ne voulait pas être blessant. On va terminer le podcast, Charlie, si tu veux bien, juste pour avoir un petit mot. C'est pratiquement une nouvelle rubrique dans le podcast. Qui l'eût cru que dans un podcast, il y aurait une rubrique, pardon, le joueur two-way du Ouais, c'est jour. ça, le tout, ouais, c'est Le exactement ça. joueur en contrat two-way du jour. Quoi. Et aujourd'hui, on parle de Caleb Love, joueur non drafté en juin dernier. Il a 24 ans. Il a finalement rejoint les Trailblazers de Portland sur un contrat two-way. Donc, il y a retrouvé Damian Lillard, son idole de jeunesse, mais aussi et surtout son mentor. Il y a un portrait magnifique dans The Athletic où on apprend que Damian Lillard avait invité Caleb Love en 2022 à participer à son camp basket à Portland, d'où il était reparti avec le trophée de meilleur joueur sur les 4 jours de l'événement. Euh, Bah, ça s'est pas super bien passé après parce qu'il n'a pas réussi à convaincre les recruteurs NBA de le choisir lors de la draft. Mais il a été sélectionné par Portland. Et puis bah, voilà, depuis le début de la saison, il montre des bonnes choses. Alors il est pas dans la constance la plus colossale qui soit, ce qui est pas anormal pour un joueur de première année. Mais quand tu écoutes Damian Lillard parler de lui, tu sens qu'il est extrêmement confiant dans le fait que Caleb Love puisse s'imposer dans la ligue, qu'il a le talent nécessaire et que maintenant il a la confiance en lui parce que bah, il voit qu'il est tout à fait capable d'être sur le terrain. Et voilà, je voulais encore une fois partager cette petite histoire bien inspirante, Charlie. Bah ouais, écoute, encore un two-way qui brille. Et effectivement, cet article de The Athletic, il est génial. Les déclarations de Lillard et tout. Ah, ce retour sur son début de carrière, C'est quand même fou. toutes les anecdotes sur le fait qu'il a hyper mal vécu le fait de ne pas avoir été drafté, que finalement il a réussi à obtenir ce two-way contract, qu'il a su, malgré un début de saison compliqué, où il faisait pas partie de la rotation, où ensuite il était un peu en galère, il a su profiter des blessures pour se faire une place. Et ouais, le rôle de Lillard dans son début de carrière est génial. T'as raconté l'anecdote du camp. Visiblement, depuis, ils sont restés assez proches. Alors, qu'on soit clair, hein, il n'y a pas du tout de favoritisme. Lillard n'a pas du tout œuvré pour que la franchise lui offre un contrat, mais visiblement, il le considère vraiment comme un mentor. Ouais, il était même pas au courant qu'il lui avait offert un contrat. Ouais, exactement. Et il l'a découvert et il a dit ah c'est cool, je connais ce gars-là en fait. Ouais, ouais, et écoute, ouais, ce qu'on perçoit de sa mentalité me plaît vachement, le fait qu'il se soit pas laissé abattre par sa non-sélection à la draft, et qu'au lieu de s'apitoyer sur lui-même, il en a complètement pris, en fait, il en a tiré avantage, il en a conclu qu'il devait bosser plus, qu'il devait faire plus attention aux petits détails comme l'alimentation, le travail physique, etc. Il y a aussi les déclarations de Thiago Splitter à son sujet, qui a loué sa Ouais. mentalité, son investissement défensif aussi, alors qu'il a quand même pas le profil physique idéal pour ça. Enfin voilà, on sent que c'est encore un mec qui prend absolument tout ce que le coaching staff peut lui offrir, qui sait qu'il en est qu'au début, qu'il doit absolument profiter de ses opportunités, qu'il doit continuer à bosser. Et c'est clair qu'avec cette mentalité, avec le soutien de Damien Lillard et avec le talent qu'on perçoit chez ce mec-là, moi j'ai aucun doute quant au fait qu'il a ce qu'il faut pour être présent à NBA au-delà de cette saison et au-delà de ce two-way contract. Et c'est très cool de parler de lui. Et globalement, ouais, j'aime beaucoup le fait qu'on prenne quelques minutes de temps en temps maintenant pour tirer un coup de chapeau à ces joueurs qui souvent sont complètement hors des circuits traditionnels. Bon, lui, c'est pas tout à fait le cas parce qu'il a quand même un cursus universitaire qui est assez Ouais. complet. Il a reçu des distinctions individuelles et c'est d'ailleurs Ouais, aussi il a pour joué à North ça. Carolina, à Arizona, c'est quand même Ouais. des grosses universités quoi. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il était à ce point-là dégoûté de pas être drafté. C'est qu'il était persuadé qu'il serait drafté. Bon, bah, ça n'a pas été le cas, mais il a trouvé un chemin alternatif pour se faire sa place en NBA et bravo à lui. Et c'est ça, moi, que j'ai beaucoup aimé dans ce portrait et que j'aime bien dans le principe même des two-way contracts et d'autres joueurs. Hein. Il n'y a pas que les two-way contracts qui vivent des choses comme ça. Mais dans le témoignage, dans les moments où il s'exprime, Caleb Love,
ce que j'aime bien, c'est quand il reconnaît le fait que, voilà, comme on le sait tous, la NBA, c'est le gratin absolu du basket mondial. Ouais, tout à fait. Tu fais partie des 0,0001% des mecs capables de jouer dans cette ligue, quoi. Ok. Et ce qu'il explique bien dans ce portrait, c'est que lui, ça a été une superstar au lycée. Il a toujours eu du succès, même à l'université. Il a toujours été sélectionné, il a eu des prix, il a été reconnu. Pour lui, c'était pas du tout un problème, en fait, le talent. Et pour lui, il était persuadé d'avoir le talent nécessaire. Et j'aime bien le fait que lui, Damian Lillard, et le coach de Damian Lillard qui organise le camp, explique en fait que il a dû justement rompre avec cette idée de se dire je mérite ma place, enfin je devrais être en NBA, et plutôt de prendre un chemin d'humilité en disant il faut que je continue de me battre et de faire mes preuves, et je suis pas du tout arrivé, je suis arrivé nulle part en fait. J'ai beau avoir je ne sais combien de distinctions depuis le lycée, ça n'a aucune importance aujourd'hui sur ma capacité à faire mon trou en NBA ou pas, quoi. Et c'est toute cette dimension mentale, encore une fois, la dimension mentale dans ce sport est excessivement importante. Et le coach de Damian Lillard, et je crois que Damian Lillard le dit aussi, beaucoup de joueurs ne parviennent pas à faire ça. Et c'est pour ça qu'ils sont pas en NBA. Mais bien sûr. Ils n'arrivent pas à se remettre en question. Pour eux, ils vivent ça comme un échec. Soit ça les détruit, soit ils se disent vas-y, c'est bon. Et puis ils acceptent pas de repartir un peu à zéro, entre guillemets, quoi. Mais surtout quand il y en a beaucoup, tu vois des mecs qui, quand ils étaient au lycée, étaient considérés comme le meilleur lycéen du pays, tu vois, il faut bien comprendre à quel point, en fait, aujourd'hui, la NBA, c'est un truc qui est tellement énorme qu'un basketteur lycéen qui brille, il va directement avoir des articles qui sont consacrés à lui. En fait, il y a vraiment de quoi péter les plombs extrêmement rapidement, Ouais. et de manière aux États-Unis encore pire. Enfin, bien sûr, oui, bien sûr, aux leur États-Unis. système est devenu totalement toxique. Et c'est ça, exactement. Et c'est là aussi où effectivement, quand t'es extrêmement bon à cet âge-là, ça veut pas pour autant dire que tu seras drafté, ça veut pas pour autant dire que tu seras un des premiers choix de draft, ça veut pas pour autant dire que tu auras une carrière en NBA. Tout ça est extrêmement compliqué, et c'est clair que il faut un mental sacrément solide aujourd'hui pour réussir à faire ce qu'il a fait et pour réussir à se relever de ce genre de déception. Complètement, ouais. Et moi, je crois que c'est un des trucs qui me fascine le plus, parce que même personnellement, je trouve que ce sont des enseignements qui valent pour toute une vie, quoi. Ah bah oui, bien sûr, je suis Tu d'accord. vois, le fait que rien n'est jamais acquis, et que dans la vie, il est toujours important de rester en mouvement, de rester ouvert d'esprit, de rester à se dire, c'est important de toujours progresser, et que voilà, il y a pas un moment où c'est jamais bon quand tu arrives et que tu te dis, c'est bon, je sais tout, je fais tout, et j'ai plus rien à apprendre de rien, quoi. Non. Et son histoire à Caleb Love et la façon dont il parle de ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord. Charlie, merci de m'avoir accompagné. Avec plaisir, en espérant que Giannis ne soit pas tradé tout de suite. Ouais, j'espère qu'il va pas être tradé cette nuit. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que cette espèce de coquin, il serait capable de nous faire ça, tiens. Juste pour nous savonner la planche, tiens. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je le rappelle pour ceux qui sont encore avec nous, on sera donc les prochains épisodes, ça sera mardi soir et vendredi soir exceptionnellement. Mardi soir parce qu'il y a un changement de programme pour là où on enregistre d'habitude, et vendredi soir parce que la trade deadline, ça sera le jeudi dans la nuit. Donc on veut être sur un sable qui n'est pas mouvant, sur un terrain ferme, et on pourra analyser ça convenablement à tête reposée. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.